Bonjour, Gary Devocha, bonjour collègues. D'abord, bonjour collègues. Bonjour à tout le monde qui se parle la matin. Hein? Bonjour à tout auditeur, auditrice et scoop, et quel que soit genre, façon attendre. Là, qui peut attendre tout. Vous entendez l'éditorial, vous entendez, ça, c'est un éditorialiste qui fait approche par des questions. Mais cependant, du conseil électoral, nous parlons à un niveau éditorialiste là, le niveau de technique, faisabilité, élection ou bien production avec éventuellement 60-70 candidats à la présidence. Merci, Monsieur le Président. Et j'en discutais tout à l'heure avec des amis. Ils m'ont dit ça. Et ces dernières paroles m'ont dit, surtout à Dr. Philippe, m'expliquait comment on t'a pas le faire, mais tout le monde s'est sur le bulletin. Mais maintenant, quand l'article 142 ça a sorti, première question, Président. C'est à partir de réflexion plus que arrêter le 4 mars là, qui était bon changement d'année, on a réfléchi pour organiser la ratification populaire sous des changements éventuels de la Constitution et que les profiter surtout pour nous répondre à des questions que nous venons au cours du processus. Au cours du processus, on a enregistré les partis politiques, nous allons attendre 320 partis politiques qui viennent inscrits. Nous allons attendre tout, nos 300 partis qui viennent inscrits, gagner plus de 300 qui agréés. C'est-à-dire qu'il y a 282 déjà qui est agréés, mais après période d'évaluation du dossier, il y a l'autre qui veut pêcher, il est capable au-delà de 300 partis politiques. Le ministère de la Justice, nous qui gagne plus de 400 partis politiques qui enregistrés. C'est des réalités qui étaient là, que l'on gagne 300 partis politiques qui pourraient aller dans l'élection, qui demandent une réflexion technique. Réflexion technique, premièrement, comment produire un bulletin. Si il y a 300 partis politiques qui sont agréés, on a dit qu'on va attendre 300 candidats à la présidence, par exemple. Comment produire un bulletin avec 300 candidats à la présidence? Comment permettre à la population électorale de choisir librement parmi 300 candidats à la présidence? Combien de temps ça va prendre pour un électeur de trouver son candidat sur une liste, sur un bulletin avec 300 candidats à la présidence? Combien d'électeurs qui sont capables de permettre de voter dans un bureau de vote, avec des bulletins qui ont 300 candidats là-dedans? Ça, c'est au niveau de la présidence. Et il y a une sortie, il y en a au niveau législatif. Il va gagner 3 sénateurs par département. On imagine chaque parti d'avoir 3 sénateurs. Scoop! 3 fois 3 bonus, c'est du prix. Nous avons à 900 candidats au Sénat. Comment une population, un électeur capable d'entrer dans un bureau de vote pour choisir, pour prendre temps, pour identifier candidat par là sur une liste de 900 candidats. 3 candidats sur une liste de 900 candidats. Ce sont donc que l'approche nous plus technique de la faisabilité. Mais chercher faisabilité question, analyser faisabilité question pour du bulletin, question et la produit bulletin ça va coûte. Le produit bulletin, tant bulletin plus gros, la coût de production plus cher. Pour permettre la population choisir librement, pour permettre que nous votions, combien de monde qui vont voter dans le jour du vote avec des bulletins comme ça, et comme ça, là, tu as regardé, analyser comment aborder les questions. C'est une réflexion ça, qui mène là, qui dit que un parti politique, groupement ou regroupement,
pour être capable de présenter une liste partisan ou bien adhérent parti là qui gagne 30 000 membres. Donc, l'approche du conseil électoral est technique, mais analyser faisabilité élection, en termes de production de bulletins, en termes de temps de vote, et pour permettre que la population choisisse vraiment le monde que les plus voter dans la prochaine élection. Voilà. Et le président de Osier gagne une grande partie dans l'opinion publique là qui est soutenu disposition ça. Il y a un moyen pour assainir le système et politique là et renforcer crédibilité parti yo. Mais il y a un l'autre parti qui plaît et je crois que disposition ça risque d'exclure les petites formations. Donc, qui j'en nous-mêmes, nous, étant des réactions, yo, et qui j'en, et nous, et commenter réactions, yo, dans le conseil électoral. Je dis déjà que l'objectif, c'est pas mettre parti dehors. L'objectif, c'est pas affaiblir quelqu'un parti. L'objectif, tout, c'est pas renforcer une ou l'autre parti. L'objectif là, c'est lié à des analyses techniques qui liées à faisabilité, élection, qui lié à production bulletin, qui est tout à permettre nous choquer pour choisir, qui est tout à la question de participation. C'est ça que lié. Donc, il n'y a pas aucune analyse qui parle ni viser parti politique, ni viser renforcer parti politique, mais c'est une analyse technique qui est liée à la faisabilité et élection. C'est-à-dire que nous pas regarder, nous pas regarder dans les gens nous regarder et nous pas regarder pour ça parce qu'on a fait élection libre participative, on fait élection pour tout le monde, pour tout parti politique. Mais cependant, nous arrivons face à une situation qui a analyse de faisabilité qui dit mais qui disposition pour nous prendre. Et sur ça, pas mettre un monde dehors. Pas mettre un monde dehors. Le dit, mais seulement fixer règle jouette là. Est-ce que article ça dans le projet de code électoral là, il parle à l'antipode de loi sur parti politique qui les mêmes dit mais quantité monde pour une structure gagnée pour le capable d'inscrire comme parti politique. C'est-à-dire que non pas, excusez-moi, il faut faire une différence. Premièrement, en matière électorale, la loi sur les partis politiques, il faut y aller le conseil électoral là pour prendre décision en matière d'élection électorale, pour définir les choses là, de participation au niveau des élections. La première chose. La deuxième chose, n'ont pas dit un parti pas reconnu. Nous pas dit un parti pas venir inscrit. Nous dit pour un parti présenter des candidatures aux élections. Pour un regroupement présenter des candidatures aux élections. Ça n'a rien à voir avec reconnaissance ou pas de un parti politique. Le CEP n'a pas de reconnaissance d'un parti politique. Le CEP lit conformément à ça, la loi parti politique a demandé pour régler la question élection, de participation aux élections. Ça que nous fait là, lié avec la participation aux élections. C'est-à-dire, parti ou reconnu, premièrement, il faut qu'on reconnu pour agréer dans le conseil là. Ou est-ce que le conseil là ou agréé parce qu'on reconnu, parce que vous avez des pièces pour agréer. Cependant, pour présenter des candidatures, le conseil là fait des analyses techniques sur une situation assez spécifique et prend décision ça. Et proposer décision ça. Et président, est-ce que nous même l'idée ça, nous prévoit des mécanismes pour que nous pas prendre la main dans le conseil électoral provisoire, à savoir les candidats qui parlent de 30 000 membres, est-ce que membres c'est le membre qui gagne 4 identifications nationales et qui gagne de vraies 4 identifications nationales? Et il faut dire que
Le continue de l'échappe ça. Il dit que il faut que nous prenions nous, ça veut dire que nous d'éducation nationale unique. Et il dit que le conseil électoral là va mettre en place des mécanismes qui permettent de pas prendre un doublon. Ça veut dire que sur une liste déjà pour parler dans l'autre liste. Et je dis, d'accord avec nous, les nouvelles technologies, les technologies de l'information, de la communication permettent nous une possibilité de ça. Après décision ça, est-ce que nous accordons un délai avec parti ou bien plateforme qui t'a voulu fusionner pour faire ça, qui date liée, combien de temps? Nous pouvons faire ça parce que nous finalisons ces partis politiques. Le fait que nous retournons à le travail sous cadre légal là, et que nous avons des activités que nous avons reportées. Mais une fois que le décret a publié, le calendrier est publié, à l'intérieur même du calendrier harmonisé qui va être publié dans les prochains jours, que nous sommes capables de gagner des périodes même pour les partis capables de regrouper. Le conseil-là a enregistré les regroupements de partis politiques. Est-ce que dynamique ça, nouvelle dynamique ça, lui permet de nous réduire les coûts que nous avons déjà, à savoir 250 millions? Est-ce que calcul ça va permettre nous tout joindre une quantité d'argent pour nous capables d'investir dans le domaine? Non, ce n'est pas calcul. Certainement, il y a une analyse de publiée sur une passée. Il y a un travail que le conseil là et continuer à réfléchir avec des partenaires nationaux et internationaux sur le budget et comme le conseil a toujours fait l'analyse des situations sur l'organisation des élections. Sur le budget, pendant 3 jours, le conseil a mis une commission campée qui était dans des cadres du conseil, qui est là dans des représentants des partenaires internationaux directs du processus. Là, on parle des partenaires directs du processus, on parle de l'UNID qui a capgé le basket fond, on parle de UNOPS qui est intervenu dans la question logistique, et on parle de BINUTO. C'est-à-dire que pendant 3 jours, le travail, analyser le budget par rapport à la réalité, à tout ça qui est pour faire dans le processus-là, qui permettent que nous arrivions proposer un budget révisé avec 2 scénarios. Mais la question de quantité de partis politiques pour la production, non, n'est pas là-dedans. Ok, maintenant, comment le président nous a ventilé question de financement parti politique? Et est-ce que dans le décret, nous parlons de, puisque nous parlons de 30 000 membres, est-ce qu'il y a des partis, parce qu'il y a des partis, même si ça lui-même ne doit pas intéresser CEPA, mais il y a des partis valises qui là et qui après derrière l'argent dans les CEPA. Mais il y a un campé là, la question des partis valises, c'est bon. Tout le monde ne peut pas gagner une approche avec vous et qui sont éditorialistes ou analystes politiques et on aborde la question technique, le côté technique de la question. Il faut pas tout dire que le fait que vous inscrivez dans un conseil électoral, on a grillé, ça n'a pas de bon droit pour bénéficier des subventions pour les prochaines élections. Merci. Subvention est venue à partir du nombre de candidats agréés. Subvention, c'est pas parti parce que c'est parti d'inscrits agréés, non? C'est à partir des candidats agréés. Ce qui veut dire que un parti qui enregistré dans le conseil électoral après ces élections, si vous pas des candidats qui agréés, pas de subvention. C'est-à-dire que, pour bien doit inscrire, bon, mal plus loin, le parti regroupement doit inscrire. Lui, présenter dans 30 000 adhérents ou bien ses partisans, Jean-Louis Mandel là. Mais s'il présente des candidats, ils n'ont pas agréé, ils n'ont pas de subvention. Ok. Parce que subvention cabinet, c'est pour la campagne électorale. Mais si vous n'avez pas de candidat, vous n'avez pas de campagne électorale. Et c'est ça que pour le parti politique et les groupements futurs mettent dans la tête. Ce n'est pas parce que vous faites un regroupement agréé au niveau du conseil, c'est pas parce que vous faites partie politique enregistré, agréé par le conseil électoral, qui veut dire qu'ils n'ont pas bénéficié de subventions. La subvention, c'est pour au parti
ayant des candidats agréés. Ok. Donc, il y a une autre question. Ça veut dire, parce que même si nous comprenons, ça veut dire, si ça nous présente un article 142 a, lui, d'un caractère exécutoire, ça veut dire accepter. Aucune partie qui pas présenter 30 000 membres pas capable de participer dans l'élection. Est-ce que c'est ça, président? Quand ce candidature, parce que tu as dit que candidat. Ok. Parce que le fait qu'il va agréé, il doit participer à l'élection. Pour présenter des candidats, mais qu'est-ce que ça pour faire? Bon, il y a question technique, président. Parce que si nous faisons un calcul sous 30 000 là, nous avons des partis qui sont capables de gagner 30 000 là. Combien nous avons comme ça qui a gagné 30 000 là? Nous allons faire ça, analyser. Il y a eu pas mal bien fait exercice. La question technique, il y a un problème qui pose. Réalité à mettre face à une situation que comme homme d'État, responsable homme et femme d'État, au niveau de ça, nous disons voilà comment corriger cette situation. Ça que nous souhaitons seulement que ça permette nous corriger la situation, permettre que la production de bulletin, nous pas gagner un bulletin qui 100 candidats à la présidence. Nous pas un bulletin qui 100 candidats au Sénat. Nous pas un bulletin qui 80 candidats à la députation sous lui. De façon pour permettre que, la production de bulletin, deux, permettre que la population qui va voter pour faire choix qu'il veut faire. Très bien, merci beaucoup, Président, pour décision révolutionnaire ça. Et nous saluons tous les membres COPE qui travaillent toutes questions, toutes les techniquement qui travaillent sur ces questions. Autre question. Et pour les candidats au Sénat, il semblerait qu'il y aurait une exigence. C'est-à-dire, faut au moins, mais sous 3 candidats, gagnent, c'est une famille. Est-ce que. Parce que là, nous avons entré dans ça qui nous dit que la Constitution commandée, il faut parler du principe de quota. Et le Conseil électoral, pour conformer la question du principe de quota, pour encourager, il prend aussi un ensemble de dispositions qui lient à l'exigence constitutionnelle là pour la question de quota. Bon, pour que ce n'est pas seulement au niveau du Sénat, nous demandons des partis à Boumbaï, parmi 3 candidats à Baboubaï, nous disons au niveau de la députation, le parti ou le regroupement sur l'ensemble candidat à la députation qu'il a présenté, il faut présenter 30% de femmes, qui est à une exigence constitutionnelle. Et tout le monde d'accord là-dedans. Depuis plus de 10 ans, qu'il y a une bataille pour le principe de quota. Donc, le décret électoral, le projet de décret électoral, lit marcher dans la question le respect du principe de quota de 30% de femmes. Ok, studio. Président Desrosiers, nous connaissons que au un budget et au TAP Travail, conseil à TAP Travail avec d'autres partenaires et que nous et déjà et soumettre budget ça exécutif là et sur cas nous ces détails combien le passé combien les a. Bon, moi toujours évité surtout en matière d'argent quand on parle d'argent et de chiffres. Il faut qu'on ait un document budgétaire qui est présenté par l'exécutif. Et on a fait échange sur lui pour éviter de rendre chiffre public pour ne pas gagner confusion en matière de chiffres, pour ne pas gagner spéculation sur la question. Oui, c'est vrai. Le Conseil électoral, ça se recoupe là, des 2 dernières semaines, tu mettais campagne déjà, il y a une commission qui est là-dedans des cadres du Conseil électoral, des représentants de l'INOPS, du BINE, pour essayer encore une fois analyser rubrique par rubrique, ligne par ligne, le budget et que tu permettes que au cours de la semaine dernière, nous transférons par l'exécutif là, il y a un budget révisé avec 2 scénarios. Premier scénario, qui dit que nous planifions une élection qui, avec 6,5 millions
électeurs potentiels à partir de données l'ONU. Uniquement 6,5 millions d'électeurs potentiels. Si nous planifions comme ça, là-bas, nous X montant que on n'a pas dit là. Permettre que nous pas dit là, nous devons sur le document qui a discuté au niveau du gouvernement. Et le deuxième scénario qui analysait la participation électorale pendant les 15 dernières années, les 20 dernières années, nous dit que si il a été ça, continue, j'ai exprimé la dernière année, nous dit que en attendant à une participation à une quantité de monde qui est inscrit, qui a représenté environ 60% de l'Union, soit 4 millions d'électeurs. Si scénario ça, si souvent réalité ça, nous dit bah nous X montant qui est inférieur avec et chiffre si on a fait calculé sur 6,5 millions d'électeurs potentiels là. Donc c'est des scénarios que nous analysons en fonction de réalité. Donc permettre que c'est vrai. Ni le premier scénario avec 6,5 millions gagnés permettre qu'il y ait une réduction qui fait du budget. Et le deuxième scénario avec si nous dit que si nous attendons à 4 millions inscrits, parce qu'on va faire sur les électeurs, 4 millions inscrits, qui va être une autre réduction sur le budget. Mais qui va permettre moins de nous que nous pas faire débat sur des chiffres, parce que c'est un document que nous soumettons qui est en du gouvernement. Président, est-ce qu'a dit nous, qui mois nous programmons pour l'élection organisée? Ok. Maintenant, nous c'est une question légale là. Nous faisons des décrets, on attend des décrets pour dire, nous travaillons sur le budget, et que conseil là, tant nous travaillons, réflexion pour un calendrier harmonisé. Tout un calendrier, ça a beaucoup près, nous pas qu'à dire qui mois que l'élection est organisée, mais très bientôt, que nous avons connaître qui mois que l'élection est organisée. Ok, président, mais ça peut me dire, c'est comme dit, conseil là, la réflexion conseil là fait sur le calendrier, techniquement, il est encore possible pour que des élections soient tenues au cours de cette année. Très bien, merci, président. Et autre question, qu'en est-il de la diaspora? De la diaspora, le Conseil a envisagé pour faire ça une initialisation d'un vote au niveau de la diaspora. C'est-à-dire que permettre que pourra voter pour la présidentielle de les prochaines élections. L'initialisation qui va ouvrir la voie. C'est-à-dire pour les présidentielles seulement? Pour la présidentielle seulement. Seulement, ok. Ok. C'est-à-dire que c'est un processus qui va ouvrir la voie, qui va permettre qu'à chaque élection, une fois que nous faisons l'initialisation, ça, qu'à peut-être au fur et à mesure, permettre à la diaspora pour participer dans l'élection comme ça doit. Mais nous, conseil, cette année, on va faire une initialisation. Un moment, président. Est-ce que ça veut dire son expérience pilote que nous allons faire et qui on a fait? Nous, carrément, sans expérience pilote, parce que nous n'avons pas d'initialisation. Mais cependant, que nous pas qu'à dire là, parce qu'il y a des missions du Conseil électoral provisoire qui se préparent pour aller vers la communauté vers diverses communautés haïtiennes au niveau de la diaspora pour regarder, analyser différents modes de vote et faisabilité et questions ça avec la diaspora. C'est ça qu'il y a des délégations du Conseil qui doivent quitter Port-au-Prince pour aller Chili, Brésil, pour aller Canada, pour aller États-Unis, pour aller la France, et pour garder avec communauté organisée dans la zone Sayo, pour garder qui côté est capable d'initialiser un vote de la diaspora pour la présidentielle.
Très bien, merci encore. Merci encore pour répondre ça. On va continuer pour demander si nous pouvons faire initialisation sans date expérience pilote, ça veut dire que presque tout haïtien au Kounia là, nous avons toute nationalité, et donc on va voter pour candidat à la présidentielle. Est-ce que il n'est pas possible pour un candidat qui a double nationalité ou une nationalité étrangère capable de candidater à la présidence, puisque lui-même, s'il a voté, fait acte de vote, ça pour ça, pas qu'à faire acte de candidature, ça, monsieur le président. La question de vote des Haïtiens, tout Haïtien est défini à travers la Constitution. La Constitution amendée, il reconnaît la multinationalité. Pour nous connaissons ça, la multinationalité, à moins que Haïtien, qui est l'autre nationalité, n'est pas fait valoir devant l'autorité haïtienne. Il va faire valoir les C'est-à-dire, que nous ne pas avec devant l'autorité haïtienne, nous sommes américains. Même là, les pièces, moi, d'une pièce, mais les pièces, on dit même c'est américain. C'est ça, il ne faut pas faire valoir la nationalité. C'est-à-dire, dans tout cas, ça, il dit dans le droit de vote. Cependant, pour conditionnalité, pour candidat à un poste électif, c'est la même constitution qui définit. Donc, tout ça fait là, nous fait dans le cadre de la loi, de la constitution. Ça veut dire, excusez-moi, président, ça veut dire, nous nous présenter carte d'identification nationale, nous présenter tout ça, conseil là, demander, exiger pour le candidat à la présidence. Donc, moi, quand candidat à la présidence, si mon pays a bien caille, ma travail, tout ça, la Constitution dit vous qu'à président à la présidence, déposer tout comme candidat à la présidence. Ok, ça veut dire nous pas plus. Parce que le premier bagage là, la question de l'éligibilité, c'est la Constitution qui définit l'éligibilité. Pour cela, tu as demandé un ensemble de pièces qui a confirmé les conditions d'éligibilité, qui est à application aux conditions d'éligibilité constitutionnelle. Mais la question d'éligibilité, c'est la Constitution qui définit la question d'éligibilité. Le président, si lui, à travers la Constitution, lui répond à toute sa Constitution dit pour le candidat, mais conseil là demandé un ensemble de pièces même qui pourraient aller confirmer et ensemble ça Constitution dit à travers les conditions de candidat et éligibilité. Moi, je voulais pour ton précision, que pour ton précision, pour moi, si nécessaire, président, et moi, j'ai tout document net, c'est-à-dire, je suis candidat à la présidence, mais tout document net, mais tout le monde connaît que nous avons vu là-bas, les nationalités françaises, etc., même représenter tout le bagage. Est-ce que si toute pièce est correcte, par exemple, groupe qui a venu pour dire, monsieur candidat, monsieur son n'est qu'à vivre en France, c'est monsieur qui a vivre aux États-Unis, il y a une nationalité comme le passeport américain, ou le passeport français, etc. Est-ce que le conseil a tenu compte de ça, ou du moins depuis nous avons présenté tout le document, par exemple, nous avons dit que monsieur a une nationalité différente? Le cas, ça arrive que nous dénonçons, quelle que soit la raison, le conseil a dit il a une obligation pour l'enquêter, pour aller plus loin, à le fouiller, pour garder vraiment le niveau accusation. Si ça arrive, il y a une dénonciation qui dit pas de de conditions qu'on va gagner pour aller vérifier l'information. Mano, dernière question. Bon, j'attendais le président avec un pile intérêt. Donc, il était parlé de deux scénarios. Je vais retourner sur le scénario. Et 6,5 millions d'électeurs. Bien que chaque scénario a beaucoup, bien que l'y pas évoqué coup, et il pas le choix pour pas faire ça. Et l'autre scénario, c'est 4 millions d'électeurs, d'abdil de l'avis du conseil électoral provisoire, qui est dans ce scénario ça, qui est plus plausible par rapport à contexte actuel là. Donc, le deuxième scénario, c'est des codes de réalité
réalité est prévue dans le pays. La réalité a montré que là, il y a plus de participation au niveau des élections, c'est là que nous faisons inscription. Là, nous faisons inscription pour l'électoral. Et ce n'est pas sans raison que dernière participation que nous avons gagnée au niveau des élections est autour de 2 millions, les élections de 2005 et 2006, parce que le CNSA nous a initialisé la carte électorale imprimée, digitalisée. C'est-à-dire que faire montrer, à l'époque, tu as gagné 3 millions inscrits, tu as gagné environ 2 millions de participation. Et depuis là, ça, elle a chuté. Donc, tenant compte de la réalité, ça, nous dit qu'au niveau du conseil électoral, que nous pouvons nous attendre à 4 millions d'inscrits environ. À 4 millions d'inscrits environ. Et c'est ça qu'on parlait de deuxième scénario. Et deuxième scénario qui permet qu'il y ait une possibilité, qui permet que nous gagnions une liste qui est épurée, nous calculer les résultats des élections à partir de l'électorat réel. Quand je parle de l'électorat réel, c'est-à-dire que des gens qui décidaient d'inscrire. Parce que la carte d'éducation nationale ne fait pas du citoyen ou ne fait pas du porteur un lecteur potentiel. C'est une pièce d'identification. Mais pour être un électeur potentiel, que nous avons gagné pour l'inscrire dans le liste électorale pendant la période que le conseil là pour déterminer. Mais ça peut arriver tout. Ça peut arriver tout que suivant la grande mobilisation, qui est mobilisé les la barricade de 6,5 millions de venir la quantité de monde qui est 4, nous allons aller de là. Mais cependant, le conseil électoral fait des calculs en fonction de réalité. Le budget initial que nous avons préparé à 250 millions parce qu'il est dans la rue, c'est en fonction de 6,5 millions à partir des données de l'ONU. Puisque nous allons faire l'instruction des électeurs, les cabanons ont l'autre possibilité. L'autre possibilité, en analysant la situation, bien la réalité électorale haïtienne pendant les 20 dernières années, nous avons dit que nous parlons de scénario, nous avons gagné 4 millions d'électeurs potentiels. C'est ça, mais, bon, je vais de précision ça. Il y a des textes que moi lis sur les médias sociaux, il y a des journalistes qui dans la radio qui disent que le conseil là, deuxième scénario, elle va faire élection, mais côté qu'a fait élection. Il n'a jamais été question au niveau du conseil pour faire un débat pour dire qu'il va y avoir élection côté qu'a fait élection. Jusqu'au temps où je parle avec vous là, tout scénario conseil là a analysé, c'est faire élection dans tout pays sans quitter d'un côté. C'est pas sans raison qu'on se l'a dit comme préalable, il faut gagner sécurité. Le préalable, la question sécuritaire. Conseil a dit qu'il veut faire une élection participative, inclusive. Participative, ça permet que nous voter. Et les zones qui ont difficulté, je me dis, dans le département de l'Ouest et de l'Artibonite, l'on prend ces deux départements, l'Ouest et l'Artibonite, jusqu'à ce qu'il y ait des données des élections qui prouvent nous le contraire, l'Ouest et l'Artibonite représentent plus de 50% de l'électorat. Si l'Ouest et l'Artibonite représentent plus de 50% de l'électorat, or c'est là où il y a une difficulté. Nous ne pouvons pas dire que nous allons faire élection dans un parti qui est un parti. Ça veut dire que nous allons faire élection en quitter plus de 50% de l'électorat. Non, il n'a jamais été question au niveau du conseil. Comment parler avec vous là pour nous faire élection dans un parti qui est un parti. Le conseil électoral voulait organiser l'élection dans tout le pays. Et c'est là, juste là, qu'on va parler de la réflexion. Et c'est ça qui a continué comme réflexion. Donc, c'est un scénario dit déjà, il y a une analyse des chiffres des dernières élections,
nous dit que si nous attendons, il y a une possibilité pour nous attendre à 4 millions d'électeurs potentiels. Mais ce n'est pas un scénario qui dit que nous avons fait élection dans un parti dans le pays qui est dans l'autre parti. Darius Jean-François, dernière question. Président Léosier, une question pour à deux volets. Et première partie question, non. Il y a un peu de monde qui a prôné aujourd'hui une élection hybride qui a inclus la donne vote en présentiel et vote électronique. Ça qui a réduit l'élection et qui garantit et en élection et qui est inclusive. Est-ce que dans la réflexion qu'on a fait dans CEPA, nous envisager scénario ça? Deuxième aspect question, il y a un pile membre bec qui jodi à là toujours fait voyou, appeler le voyou pour réclamer comme l'État doué comme CEPA lui-même dit doué qui disposition de plan pour nous payer Mounzao. D'accord. Ma propre deuxième partie qui sont ça, qui va venir énième fois. L'homme entré au conseil électoral provisoire en octobre 2024, nous jouons une réalité. Qui sa réalité a lié? En mars 2021, sous le conseil électoral qui est dirigé par Mme Mylène Mesadieu, il y a des membres de BEC et de BED qui ont été recrutés, qui ont un contrat avec le conseil électoral provisoire. Contrat, à partir du contrat, tout contrat c'est à durée déterminée. Contrat qui a fini 30 septembre. Nous avons vu une situation compliquée parce que, à l'époque, le fait que le conseil électoral n'a pas prêté serment par devant de la Cour de cassation, la Cour des comptes, pas approuvé, mais pas avis sur aucun contrat qui était sorti dans le conseil ça à l'époque. Qui te fait que, le contrat n'a pas déjà approuvé par la Cour des comptes. Cependant, comme nous avons travaillé dans ce système, nous avons un contrat avec le CEP, le donateur à l'époque a entendu avec le ministère des Finances à l'époque pour que le pays Mounsayo à travers le basket fund que le NIP a géré. Après échange avec Mounsayo, j'étais d'accord pour le pays Mounsayo 7 mois d'ailleurs qui c'est de mars à septembre que le contrat a fini, plus 6 mois de prime de séparation. Ça veut dire, Mounsayo qui dit conseil à Douyo, yo touché 13 mois déjà, qui a 7 mois qui ont un contrat qui a gagné avec l'État et signé avec le conseil électoral là, avec 6 mois de prime de séparation. Donc, nous avons touché l'État badoué. Conseil n'a pas de l'État. Ça, nous devons comprendre une réalité au niveau du conseil électoral. Au niveau du conseil électoral, c'est seulement 5 personnes dans le bureau central là qui sont des fonctionnaires. Les 5 personnes, c'est des gens qui sont dans l'institution de l'État qui sont transférés au niveau du conseil. Mais le lot, plus de 98% de monde qui travaille dans le conseil électoral, là, c'est des contractuels. C'est des contrats, ça veut dire des gens chaque année qui ont un contrat avec l'État haïtien via le conseil électoral provisoire. C'est-à-dire, si ou c'est contractuel, contrat durée déterminée, il finit, que vous passez sur l'autre contrat, ou pas de contrat qui est haïtien. Vous un contrat conseil électoral provisoire là. Donc l'État haïtien, pas payer mon, pas un contrat tacite. Parce que tout contrat, il faut qu'il y ait un peu de compte. Il faut qu'il y ait approuvé avant que le ministère des Finances paye. Donc pas un contrat tacite. C'est-à-dire que, moun sa yo là,
Il n'y a pas rien qui est lié avec le conseil électoral là parce que le contrat a été fini, le conseil a payé et même il touché prime de séparation. Donc, le conseil là pas doué, moun sa yo, cap de l'argent parce que il n'y a aucun engagement avec le conseil électoral provisoire. Ça, c'est deuxième partie du conseil là. Je vais toujours répondre à la question ça, je vais nous clair sur la question ça. Si on va prouver que après 30 septembre 2021, il y a un contrat avec le conseil électoral, que ça l'a payé. Mais si on va prouver que après 30 septembre 2021, il y a un contrat avec le conseil électoral, ça n'a pas doué. Ça, c'est la première bataille. La deuxième question. Première question, le vote hybride. Gagné. Donc, tout le monde qui a passé, s'il fait un vote hybride électronique, c'est ça vote hybride l'avait dit. Il avait dit que l'électronique est présentielle en même temps. Nous qui pensons que le vote hybride est capable de permettre de diminuer la coalition, c'est une réflexion erronée. Parce que quand on planifie l'élection, on planifie le vote hybride, on planifie le vote électronique en même temps, le vote présentiel en même temps. C'est-à-dire qu'il y a toujours la possibilité pour imprimer quantité de bulletins pour quantité d'électeurs potentiels là. Même là, ça arrive, nous avons fait vote électronique. Même quand on vote hybride, il y a deux possibilités. Ça veut dire que le vote hybride là, sans réflexion erronée, pour ça qui pensait que le vote hybride, ça veut dire que présentiel et électronique est capable de diminuer le coût des élections en Haïti. C'est la première réflexion sur le diminuer le coût. Le vote hybride électronique erroné, premièrement, il demande un travail sur la culture politique haïtienne. De toute une culture politique. Il travaille un travail sur la culture politique. Premièrement, sur les acteurs politiques, les partis politiques. Ils ont pris d'éducation tout sur l'électorat. Donc, c'est pour un bagage qu'on a fait dans le provisoire. C'est un bagage qu'on a arrêté un bon matin pour dire qu'on va faire vote électronique. On va faire vote hybride. Il y a toute une période d'éducation. Tant éducation, tant pour acteurs politiques, tant pour la population pour voter. Et deuxièmement, vote hybride, il y a un ensemble de législation qui doit permettre tout ça. Donc, son bagage, depuis qu'on a réfléchi sur le décret électoral, il faut prévoir vote hybride là. Donc, bon, ensemble de questions sur vote hybride là, c'est vrai qu'il y a des pays qui font. Mais le fait, c'est pas été un jour demain, il va faire vote hybride bon matin, comme un conseil électoral provisoire qui dit qu'il faut faire élection, on va faire vote hybride. Demander en pleine réflexion. Réflexion qui est liée à la question éducation civique, la question qui est liée à l'éducation politique, la question qui est liée tout à la situation, à la question réalité pays en termes d'infrastructure de télécommunication. Donc c'est des bagages qui y a des réflexions, donc on va bon matin, on va faire vote hybride. Et on va parler de vote électronique, s'il y a fouillé à travers le monde, il y a des pays même qui vont faire vote électronique qui ont sorti là-dedans. Donc, question pour donner fiabilité à processus électoral. Il y a des pays qui ont fait vote électronique qui ont sorti là-dedans. Donc, la question du vote électronique, la question du vote hybride, un vote hybride présentiel et électronique, par quoi que me dit que c'est une bonne information. Pour moi, c'est une réflexion qui est erronée, je l'ai appris du bon temps parce que c'est ma fait bulletin, comme fait bulletin, pour nous, la présidentielle là, et du coup, il dit, bah, on a pris de quoi vraiment. Et deuxième question, question choix de mode de vote là, vote électronique là, ou bien hybride là, mais toute en réflexion là-dedans qui est à Samsung là, éducation politique, acte politique, éducation pour les électeurs, il y a tout à l'ensemble la question d'infrastructure qui gagne un pays au niveau de télécommunications. Donc, c'est pas un bagage comme caractère, mais un conseil électoral provisoire, on dit que nous allons faire le vote hybride. Et donc, Président, dernière question, et voir tout contribuer nous.
Et comment on va gérer les déplacés en termes de participation? Puisque il y a plus de monde qui est déplacé, même si on a résolu le problème sécuritaire dans le centre-ville là, ou dans la Tibonite, on a réglé dans le balai, maintenant déplacer ça, ou qui jeune va résoudre le problème ça, parce que mon ne doit pas tourner tout de suite. Les déplacés, c'est ça fait. C'est un élément qui permet de faire inscription des électeurs. C'est permettre moun à carte d'identification nationale de pas présenter l'ensemble de votre people là, l'ensemble de votre que vous voulez voter à la prescrit pour dire c'est les jours des heures, c'est là où va voter. L'inscription des électeurs, c'est un élément qui peut permettre nous de résoudre la question des déplacés, permettre de participer aux prochaines élections. Concluez-nous, Président, s'il vous plaît. Et moi, M. Gary, je vous montre une opportunité pour moi éclaircir certains éléments avec cette question. Il y a deux barres qui ont fait débat pour la sélection de 30 000. Donc, on dit que réflexion, ce n'est pas ni pour diminuer les partis politiques, ni pour favoriser l'autre. Il y a une question technique, une question de faisabilité. Question technique qui est écrite tout à l'heure, qu'il y a une question de production de bulletins, qu'il y a une question de facilité et électorat pour être capable de voter jour du vote là. Parce que beaucoup ouais, comment, avec 300 partis politiques, il est possible qui va permettre de nous gagner, il y a 100 candidats à la présidence, il y a des députés qui gagnent 100 ou 200 candidats au Sénat, 100 ou 200 candidats à la députation. Comment permettre à une population de choisir vraiment parmi 200 candidats? Parce que ce n'est pas une question qui est liée pour favoriser un parti ou bien un autre parti. C'est ça la question, c'est une question technique, faisabilité. Et deuxième question, la question du budget. Oui, conseil à travail sur le budget, reviser par l'exécutif, des scénarios. Mais la question scénario qui dit que le conseil après organiser les son parti dans le pays, nous dit non et non. Réflexion, pas de réflexion, ça a fait au niveau du conseil électoral. Et le conseil a dit, population, techniquement dans la réflexion, il est encore possible pour nous organiser l'élection dans l'année ça, techniquement. Mais avec la question des préalables, pour retourner préalables, la question sécuritaire, l'amélioration climat sécuritaire là, et il faut qu'on soit disponible. Merci encore Gary, merci à Scoop, merci à tout le monde qui est d'accord de matin. Voilà, donc c'est le président du conseil électoral. Et GBBC, voilà. Ok, merci, d'accord, merci, Président. Merci à Pile, nous sommes bien contents de te recevoir matin. Alors, on continue l'émission en Pounia, Président Melga Couché, merci à Pile. Donc, d'abord, il faut tout dire à partir de l'interview ça, l'exigence de 30 000 membres par parti est un signal politique fort. C'est qu'il faut dire que l'État affirme qu'il ne veut plus d'un système éclaté, saturé de micro-formations sans base réelle. Agré, position président exprimée, c'est ça, peut-être qu'à dire l'autre bagage, mais nous-mêmes, nous comprenons une question. C'est une tentative de régulation de l'offre politique dans un paysage où la multiplication des partis valises, où elle n'était pas appelée mot ça, mais des partis valises, a contribué à la confusion, à la fragmentation du vote et à la perte de crédibilité des institutions. L'objectif affiché est clair, filtré, structuré et rationalisé. Donc, faut nous dire, je dis à Mano, une dimension symbolique également à la décision ça. L'État reprend l'initiative dans un domaine où il avait longtemps laissé faire. En fixant une barre haute, il envoie un message. La politique n'est plus un espace totalement dérégulé. C'est une reprise de contrôle, mais aussi une prise de risque. Parce que si la mesure est perçue comme un instrument d'exclusion, comme Darius avant de te poser question, ou de verrouillage,
elle peut nourrir la défiance plutôt que la confiance. Mais encourager tout parti politique à la direction ça. En résumé, moi, pour me conclure, je dis cette décision est à la fois un outil de rationalisation du système partisan, un levier de concentration du pouvoir politique, un test de crédibilité pour les acteurs et un pari institutionnel sur la capacité de l'État à faire respecter des règles exigeantes. Tout l'enjeu maintenant sera de voir si cette exigence sera appliquée de manière transparente, équitable et stable, ou si elle deviendra un instrument de sélection politique au service de quelques-uns. C'est là que se jouera la vraie portée de cette décision, je dirais décision d'État. Donc, parti politique, dégagez-nous, et diaspora, je ne suis pas de diaspora, comprenne bien sa président conseil la dit là. Parce que, il dit, nous carottons, eh bien donc, nous qu'à candidat tout. Bonne journée, les candidats de la diaspora, à vous marque, dégagez dans le fait papier, si nous besoin, diaspora voter pour nous. Mais pas oublier nous, son expérience pilote qui va le faire là. Les nègres comprennent. Marcher dans la diaspora, bah, une conférence dans l'université, par la droite dans la diaspora, par la gauche dans la diaspora, et vous chercher votre diaspora. Et vous pouvez même défendre la diaspora dans le cadre de ça. Il faut toujours scoop pour embrasser la cause du peuple haïtien, notamment la cause de la diaspora. Bonne journée. Nous sommes Scoop. Bonjour tout le monde et à demain. L'émission continue avec Mano. Barry, c'est Mélissa.